Philippe Clottary, quand on pense à vous, on pense bien sûr à l'Anti-Oedipe que vous avez écrit avec Gilles Deleuze, à Mille plateaux que vous avez écrit avec Gilles Deleuze. Vous êtes à la tête vous-même d'une œuvre considérable, la révolution moléculaire, les années d'hiver 80-85, les trois écologies, et puis récemment ce travail intéressant sur le schizoanalytique. Alors je voudrais vous poser comme première question, au fond, un mot qu'a dit de vous un jour Jean-Pierre Faye, en disant que vous étiez peut-être un psychanalyste peu ordinaire, un psychanalyste déviant. C'est-à-dire que pour moi, la question ne se pose pas d'être ou ne pas être un psychanalyste, mais de savoir quelle est l'utilité, l'opportunité de se préoccuper de l'analyse des formations de l'inconscient. Car pour moi, le sujet analytique n'est pas forcément un psychanalyste, mais peut être un processus. Un processus comme dans la psychothérapie institutionnelle, c'est un processus institutionnel qui mène l'analyse des formations de l'inconscient. Ou dans un établissement scolaire, on peut imaginer différents groupes, différentes instances analytiques. Donc pour moi, l'analyse est décentrée par rapport à la personne du psychanalyste. Déjà, vous avez parlé de groupes scolaires, vous avez parlé d'institutions collectives. Au fond, l'une de vos caractéristiques, c'est d'avoir voulu lier cette réflexion sur l'inconscient individuel avec la réflexion collective sur l'inconscient, des structures collectives dans lesquelles l'inconscient s'exprime. Et alors, bien évidemment, on ne peut pas parler de vous sans parler de Reich. Qu'est-ce que vous faites de l'héritage de Reich, et est-ce qu'on peut dire que vous avez travaillé dans la lignée de Reich? Non, je ne crois pas. Non, j'ai beaucoup de respect pour le courage, notamment le courage politique de Reich, mais sa conception du sexuel me semble réductionniste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous avons beaucoup plus parlé du désir que de la libido, et c'est beaucoup plus au niveau des productions collectives de subjectivité que nous sommes situés, tandis que Reich restait encore dans l'individuation de la sexualité. Votre passage par la collectivité avait pour objectif de revenir vous aussi à l'individuation, une individuation nomade qui bouge, qui est tout le temps en mouvement, qui chaque fois essaie de se redéfinir, mais qui en même temps refuse tout ce qui est domination, fixation. Est-ce qu'on peut dire au fond peut-être que vous seriez quelque chose comme un philosophe du mouvant? Oui, mais alors ça va apparaître comme un esprit de contradiction. Pour me démarquer à nouveau d'un de vos termes, je parlerai moins en termes d'individuation qu'en termes de singularisation. C'est-à-dire que l'individuation reste toujours, selon moi, quelque chose qui tend à réduire la complexité de la subjectivité. Vous avez un auteur qui vient d'être traduit là aux presses universitaires, Daniel Stern, qui montre combien la subjectivité est faite de niveaux parallèles et de niveaux hétérogènes les uns par rapport aux autres. L'individu, la saisie de l'individu comme tel, dans son unicité, dans son caractère de responsabilité, etc., est toujours quelque chose de réducteur. Il me semble que, par contre, la singularisation, elle peut s'opérer à travers cette mouvance, cette multivalence de la subjectivité. Michel Field. Oui, je voudrais un moment revenir sur l'Anti-Oedipe, qui est un livre qui a eu un grand succès. Qui dit grand succès dit aussi source de bien des malentendus. Et je voudrais porter témoignage d'un des malentendus. C'est vous dire, dans les années 75, quand j'ai lu l'Anti-Oedipe, à un moment où la psychanalyse, ou le psychanalysme, comme aurait dit Robert Castel, était un peu l'idéologie dominante d'une certaine intelligentsia, j'ai trouvé dans l'Oedipe, dans la critique féroce et joyeuse d'un certain discours psychanalytique, de quoi me tenir éloigné de cette attraction, ce que je ne crois pas être finalement l'objectif que vous vous assignez, vous, en collaborant à l'écriture de ce livre. Et j'aimerais vous entendre réagir au devenir finalement contemporain de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'après cette période de vogue, il semble que la psychanalyse soit en crise, et en tout cas elle ne joue plus du tout le rôle de référence motrice, de référence phare qu'elle a pu jouer, disons, à l'apogée des années Lacan. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on y perd quand même d'un point de vue intellectuel, thérapeutique?
Malheureusement, on pourrait dire de la psychanalyse qu'elle l'a bien cherché en se dogmatisant, en se prenant une vie groupusculaire pour la façon dont les analystes s'organisent et font la formation, alors que, au fond, la vocation première de l'analyse dans la perspective freudienne était une ouverture extrêmement grande à tous les problèmes sociaux, esthétiques, etc. Alors, donc, finalement, c'est moins le sort des psychanalystes qui m'intéresse que le sort de l'analyse des formations subjectives inconscientes. Et ça, je crois que ça m'apparaît relativement desservi par le fonctionnement de la psychanalyse, en particulier de la psychanalyse qu'on peut dire structuraliste dans la mouvance lacanienne, qui est elle-même très complexe.